forcément, même en qualité de simple citoyen, certains vous regardent favorable. Et au regard des violences récurrentes dans notre pays et de toutes les conséquences de ces violences-là, tant sur la santé des êtres humains que sur les biens matériels, ainsi que sur la cohésion sociale, la tranquillité, la paix des citoyens, je pense que c'est véritablement une bonne chose. Mais ça reste un défi à réaliser. Défi parce que on ne peut pas toujours contrôler ce qui peut arriver dans l'esprit des gens. Et il y a des esprits qui s'enflamment très vite. Donc, le vrai pari sera de faire en sorte qu'il y ait véritablement un suivi très rapproché des événements, des situations qui pourraient arriver, qu'il y ait un système d'alerte précoce et de mise en branle des systèmes de dialogue très rapide pour que le pacte puisse tenir, à mon avis. Il y a un deuxième élément qui me paraît important à souligner, c'est que la viabilité du pacte qui vient d'être signé n'est pas garantie à 100% parce que n'y ont pas pris part les principaux acteurs de violence que sont les acteurs politiques. Ils n'y ont pas pris part, donc ils pourraient demain, peut-être même aujourd'hui, considérer qu'ils ne sont pas engagés par cette signature et décider de ne pas en tenir compte. Je pense qu'il faudrait, en plus du fait que ce pacte a été signé, que tous les acteurs des conflits en Guinée, notamment les plus connus qui sont les hommes politiques, s'engagent dans un processus de dialogue où la confiance serait le premier viatique pour permettre que les cœurs s'apaisent. Parce que si la confiance revient, il est sûr qu'il y aura moins de conflits. C'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Et je salue le fait que le travail sur ce pacte se soit fait dans le plus grand silence. Pratiquement, beaucoup d'acteurs ont été surpris, je pense qu'y compris le gouvernement, lorsqu'on leur a présenté ce document et qui se sont rendus compte qu'un travail avait été fait depuis 1, 2, peut-être 3 ans dans l'ombre, avait réuni des acteurs clés qui quand même sont, d'un certain point de vue, les autorités morales de nos principales communautés et qui, de ce fait, ont quand même un certain poids au sein de leur communauté, leur parole est entendue. Je pense que même les autorités ont été surprises, c'est une bonne chose parce que si le processus avait été connu en amont par tout le monde, il y aurait eu forcément des tentatives de manipulation, des interruptions quelconques dues aux humeurs des uns et des autres. Mais là, cette fois-ci, tout s'est fait dans le plus grand silence et c'est lorsque le fruit a mûri que les tenants de ce pacte-là sont apparus à la lumière du jour et ont demandé aux principaux protagonistes d'accepter de le signer. Je viens de le dire, ils sont dépositaires d'une certaine autorité morale, ils ont l'écoute de leur communauté très souvent, les membres de leur communauté les écoutent, donc il se peut que pour un certain nombre de membres de leur communauté, leur poids pèse plus lourd, leur parole pèse plus lourd que la parole des hommes politiques. Même si une catégorie de la population continue à écouter peut-être les directives des hommes politiques, mais une grande partie peut-être va tenir compte de l'appel au calme que lanceront ces autorités morales. Cette reconnaissance est actée, elle est de fait depuis très longtemps. Je ne peux pas dire qu'elle est de fait depuis le tout premier régime, mais depuis le régime de Lansana Conté, même si constitutionnellement, juridiquement, ces entités n'avaient pas d'existence légale, mais il est de notoriété publique qu'elles jouaient un rôle très important dans
le processus de réconciliation, de retour au calme, après tout conflit qui advenait. Donc, c'est une reconnaissance de fait, mais cette reconnaissance existe depuis assez longtemps. Encore, il faudrait déjà que le pacte qui vient d'être signé passe, on pourrait dire par l'épreuve du feu, qu'il y ait déjà de premières velléités de conflit ou véritablement l'explosion d'un nouveau conflit pour que l'on voit jusqu'à quel point les tenants du pacte se sentiront liés par leur propre signature, par leur propre engagement et interviendront pour un retour au calme. Pour le moment, c'est un vœu pieux que nous pouvons formuler, celui de penser que le pacte va jouer un rôle important pour la quiétude sociale. Pacte ou pas pacte, les dynamiques interethniques s'expriment depuis peut-être même avant l'indépendance. En vertu de tout, les principales communautés de la Guinée s'entendent, je pense, sur l'essentiel. Celui qui est qu'ils sont tous d'accord pour vivre ensemble sur le sol guinéen et se partager cet espace. De ce point de vue, en dépit des affrontements interethniques qui peuvent survenir, on se rappelle des affrontements plus ou moins entre les Peuls et peut-être les Malinké, entre les Malinké et les populations dites forestières. En dépit de tout ça, Malinké et forestiers continuent de se marier, continuent de commercer, continuent de faire des affaires ensemble. Et c'est pareil chez les Malinké et les Peuls. Donc je pense que les dynamiques internes propres aux populations sont toujours en cours et que ces conflits politiques ne sont par rapport à ces dynamiques-là que des épiphénomènes et les conflits ne peuvent pas interrompre ces dynamiques-là. À mon avis, ce sera très difficile, à moins qu'on en arrive à une guerre civile complètement ouverte. Et on en est loin pour le moment, Dieu merci. Donc je pense que le pacte, ce sera peut-être un plus, mais avant même le pacte, les dynamiques étaient en cours et étaient très fortes. La notion de pardon, oui, en Guinée, on en use et on en abuse. Je pense que la notion dont on a, ou plutôt de tous ces éléments, ce dont on a le plus de besoin, c'est ce que l'on appelle la confiance. Le jour où les acteurs politiques se feront confiance, où personne ne supposera que l'autre est en train de le gruger, ce jour-là, nous aurons la paix. Il n'y a rien à faire qu'à les laisser suivre leur cours. Il n'y a absolument rien à faire. On ne peut pas se lever pour... La conscience n'est pas quelque chose que l'on impose. C'est quelque chose que dont on vit, que l'on exprime par ses actes, par ses positions et par sa capacité à écouter les prétentions des autres et à leur apporter des réponses qui puissent, ne serait-ce qu'en partie, les satisfaire. Sinon, il n'y a pas une baguette magique qui permettrait de mettre en œuvre tout ce que l'on veut de la façon que l'on veut. C'est des dynamiques qui suivent leur cours. Elles peuvent, par exemple, en ce qui concerne la confiance, elles peuvent se dégrader brutalement et après revenir à la normale, comme elle peut complètement s'instaurer entre les acteurs sociaux pendant une longue période et puis un jour, sur un tout petit événement, disparaître pendant un temps, etc. C'est des dynamiques qu'on ne peut pas arrêter parce qu'elles sont tributaires des événements et des situations que nous vivons. La principale cause, c'est le partage des ressources. C'est la principale cause. Quand vous voyez deux individus qui se battent, soit c'est autour d'une femme, soit c'est autour de l'argent, soit c'est autour d'un champ, soit c'est autour d'un bâtiment, d'une maison. C'est toujours autour des ressources que les conflits naissent. Nous sommes, pour notre, est-ce qu'il faudrait dire notre malheur,
En tout cas, nous sommes dans un pays où le principal distributeur de ressources, le principal distributeur de visibilité, c'est l'État. C'est l'État qui nomme, c'est l'État qui fixe les salaires, c'est l'État qui peut accepter de donner une prime à ceci, une prime à cela, etc. Et cette ressource que constitue l'État, tout le monde veut y accéder. Quelles que soient les intentions bienveillantes ou malveillantes de ceux qui veulent accéder au pouvoir, de ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que toutes ces batailles-là, c'est essentiellement pour le contrôle du pouvoir. Le jour où nous aurons dans notre pays, c'est un vœu que je fais, un système privé suffisamment fort pour qu'un certain nombre de citoyens se détournent des ressources que l'État peut distribuer, parce que le secteur privé est capable de distribuer aussi des ressources, ce jour-là, nous aurons une compétition un peu plus apaisée autour de la ressource étatique, donc autour des questions politiques. En respectant les causes qui ont prévalu, ou plutôt en respectant le contenu de la feuille de route qui leur a été donnée. Alerter sur toute situation effective ou potentielle de conflit pour que ceux qui sont chargés d'assurer un dialogue pour que le calme revienne, pour que la paix soit restaurée, puissent jouer aussi leur part de responsabilité. Donc c'est essentiellement faire en sorte que la mission qui leur a été assignée, ils l'observent de façon pleine et de façon entière. C'est comment les hommes politiques vont l'accueillir. Pour moi, c'est le principal défi. Les hommes politiques sont capables, pour une raison valable ou non valable, pour une question d'humeur, d'orgueil ou de quoi que ce soit d'autre, remettre en cause le calme relatif qui existe actuellement. Et c'est à l'issue de cela que l'on va voir quelle force le pacte peut avoir, quelle force les signataires peuvent avoir sur les communautés. Donc le principal défi, c'est la non-implication des hommes politiques dans la signature de ce pacte. Tous les risques existent toujours. Tous les risques existent toujours. Moi, j'aimerais même d'ailleurs que ce pacte garde une portée symbolique pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de nécessité à y recourir, donc il n'y ait pas de conflit. Ce serait certainement l'idéal. Mais au vu de la réalité de notre pays, des tensions qui sont déjà visibles entre le pouvoir et l'opposition, déjà autour de la question de la Constitution, des velléités de conflits sont en train d'émerger. Donc je pense que le pacte sera très rapidement mis à l'épreuve. Le facteur de succès, c'est la bonne volonté des uns et des autres, le principal facteur. Est-ce que un patriarche de la Guinée forestière, en plus d'avoir de l'emprise sur les communautés de la Guinée forestière, peut avoir suffisamment d'emprise sur les acteurs politiques de sa région? Est-ce que le patriarche du Fouta, en plus d'être capable de maîtriser sa communauté, de se faire entendre de sa communauté, a suffisamment d'emprise sur les hommes politiques issus de sa communauté? Est-ce que le Sotikamo de Kankan, les autres chefs religieux, les autres chefs traditionnels de Korosa, Sigiri, etc., en plus d'avoir la même mise sur leur communauté, ont suffisamment d'influence sur les hommes politiques issus de la communauté mandingue? C'est ça le vrai défi, et c'est ces facteurs-là que l'on ne maîtrise pas. Parce qu'un homme politique, il a son propre agenda, il a ses propres intérêts, qui parfois dépassent l'agenda communautaire. Donc à un moment, il peut s'affranchir de l'autorité
de ses chefs traditionnels parce qu'il a ses propres objectifs à atteindre, qui sont par exemple la conquête du pouvoir. S'il sent que ce sont ses autorités traditionnelles qui le freinent dans cette velléité de conquête du pouvoir, il n'est pas évident qu'il leur prête une oreille toujours qui soit favorable. Je pense que ce pacte joue un rôle, ou a des chances de jouer un rôle très important dans tout le processus de pacification de notre pays, dans tout le processus de cohésion sociale que nous souhaitons tous. Parce que, à partir du moment où, et c'est une bonne chose, des personnes qui sont soucieuses de leurs paroles se sont engagées par signature à préserver du mieux que possible. Je pense que ces personnes-là n'accepteront pas que, au seuil de leur vie, leurs paroles, ils soient eux-mêmes ceux qui trahissent la parole qu'ils ont donnée. Donc, de ce point de vue, je suppose qu'ils s'engageront de tout leur poids pour ramener les uns et les autres à plus de raisons, pour conduire vers une cohésion sociale plus forte. Un message, je ne saurais dire, ce serait peut-être prétentieux de ma part, surtout que je fais partie des chercheurs qui ont mené l'étude qui a conduit à la rédaction de ce pacte. Donc, je pourrais dire que tout le message que j'ai à dire est déjà contenu dans le rapport que j'ai déposé à l'acteur principal de ce pacte, qui est le CIRD, qu'il a transmis ensuite au bailleur de fonds qui a financé la recherche, le PNUD. Je devrais dire que mon vœu, c'est que véritablement ce pacte serve à la cause pour laquelle elle a été écrite et que véritablement l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays acceptent chaque fois que cela est nécessaire de s'asseoir autour des idéaux véhiculés par ce pacte et que chacun fasse l'effort de taire un peu son ego et d'écouter un peu plus l'intérêt de notre nation.